tout bon. On est live. Bon. Eh ben, bienvenue dans cet atelier. Donc, on va vous parler de l'intelligence artificielle et de la gestion de projet et les différents liens qu'on va pouvoir voir entre ceux-ci. Donc, je me suis fait un constat lundi dernier. J'ai perdu beaucoup de temps à faire pas mal d'activités qu'on fait dans notre quotidien de chef de projet. Donc, j'ai cherché des disponibilités avec un client pour un meeting. Donc, ça m'a pris à peu près 20 minutes à travers des échanges de mails. C'était assez fastidieux. C'était long. On a fini par trouver enfin un créneau, mais au prix de nombreux échanges de mails. Après, pour un de mes projets, j'ai cherché des compétences au sein de mes équipes, Cloud, AWS. Et ça, c'est pareil. C'était difficile. J'avais pas trop de disponibilité j'avais pas la visu sur la disponibilité de mes équipes. J'avais pas forcément toute la visibilité sur la fin de leur mission. La seniorité aussi qu'ils avaient dans cette compétence-là. Et ça m'a pris à peu près 40 minutes. Donc, pareil, une grosse perte de temps. Et enfin, j'ai cherché aussi dans l'après-midi des templates parce que j'avais un kick-off à préparer pour la semaine prochaine. Donc, ça m'a pris au moins 15 minutes de chercher les bons templates. Et là, je me suis dit, finalement, tout ce temps passé, à peu près 1h15 pour tout ça, j'aurais pu le gagner si j'avais été aidé par une intelligence artificielle. Donc, on le verra au sein des slides, il y a des possibilités qui existent. Donc, avant tout, on va se présenter. Donc, je suis Nicolas Boulito, chef de projet certifié PMP avec une expérience d'un peu plus de 10 ans en contexte international. Puis, je vais laisser la parole à Virginie qui va aussi se présenter. Donc, moi, c'est Virginie. Comme c'est marqué sur le slide, et on me voit sans le masque sur le slide, donc c'est l'avantage des slides par rapport à la vie réelle. Moi, je suis docteur en intelligence artificielle et au sein de Teamwork, je suis directrice du département Modern Data, où on a des équipes, on a une équipe qui est dédiée à la data science, donc tout ce qui est intelligence artificielle et machine learning. Et donc, justement, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est 3 points. L'IA, qu'est-ce que ce n'est pas? Puis, du coup, l'IA, qu'est-ce que c'est? Et enfin, comment on peut utiliser l'IA dans la gestion de projet? Donc, comment on peut faire communiquer nos deux métiers avec Nicolas? Comment l'IA sur laquelle je travaille peut l'aider à faire de la gestion de projet dans son métier? Alors, pourquoi on commence par l'IA? Ce que ce n'est pas, c'est parce qu'en fait, dans les journaux, dans les magazines, un peu partout, on lit beaucoup de choses sur l'IA et il y a beaucoup de choses qui sont fausses, en fait. Donc, il y a énormément de fausses choses qui sont communiquées autour de l'IA, des craintes et ainsi de suite. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de reposer sur qu'est-ce qu'on a lu et qui est faux par rapport à l'intelligence artificielle. Alors, tout le monde a entendu parler d'intelligence artificielle. Il suffit de regarder, d'aller au cinéma ou de regarder la télé. Donc, Terminator, Matrix, là, c'est le dernier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. iRobot. Donc, dans tous ces films, il y a à un moment donné une intelligence artificielle qui prend le pas sur les humains et qui veut les détruire ou les mettre en esclavage ou ce genre de choses. Donc, en fait, l'image de l'intelligence artificielle qui est véhiculée dans les films, elle n'est pas très positive. Alors, en réalité, est-ce que l'IA, c'est la fin de l'humanité? Alors, non, pas du tout. La fin de l'humanité, c'est quelque chose qui revient régulièrement, qu'on nous annonce à peu près tous les 10 ans avec une nouvelle raison. Donc, c'est pas. Voilà. Mais en fait, l'intelligence artificielle, c'est un outil. C'est pas une entité pensante par elle-même, c'est vraiment juste un outil. Et l'outil, c'est comme le marteau. C'est très, très bien pour faire plein de choses. Par contre, effectivement, si vous servez du marteau pour aller tuer votre voisin, c'est pas bien. Mais c'est pas le marteau qui est en faute, en fait. C'est la personne qui a décidé d'aller tuer son voisin avec le marteau. Et on va pas interdire la vente de marteaux parce qu'il y a certaines personnes qui s'en servent pour tuer leur voisin. Donc, l'intelligence artificielle, c'est la même chose, c'est un outil, et c'est un outil qui fait ce qu'on lui demande. Et donc, du coup, si forcément on s'en sert pour le bien, eh ben, ça va faire du bien. Si on s'en sert pour gérer la population, la surveiller ou ce genre de choses, on peut obtenir des choses plus négatives. Mais là, c'est vraiment une question d'utilisation. Et en Europe, il y a une loi qui est en cours d'être votée, justement pour interdire certaines utilisations, c'est-à-dire pour interdire d'aller tuer son voisin avec un marteau. Voilà. On parle aussi de la fin de la liberté pour les humains avec des IA qui sont omniscientes, qui apprennent toutes seules, qui vont chercher les infos sur Internet et tout ça. Et en fait, là, on parle d'IA forte. Donc, l'IA forte, c'est une IA qui serait capable de tout, qui serait capable d'apprendre, qui a conscience d'elle-même et qui a conscience des émotions. Et c'est ce qu'on voit dans Terminator, iRobot et ainsi de suite. Et à l'inverse, on l'oppose à une IA faible qui serait limitée à une seule tâche
qui n'a pas de conscience, qui ne ressent pas d'émotion, qui est vraiment juste je joue aux échecs. Par exemple, il y a des modèles d'intelligence artificielle qui permettent de jouer aux échecs. C'est une IA faible. Le modèle qui sait jouer aux échecs ne pourra jamais apprendre à jouer aux dames. Il n'y a pas le code qui est nécessaire pour qu'il puisse apprendre autre chose. Donc, un modèle qui joue aux échecs ne fait que jouer aux échecs. Actuellement, l'IA faible, c'est la seule qu'on sait faire. Donc, il n'y a pas d'IA forte, ça n'existe que dans la science-fiction. Et la seule IA qui existe, c'est l'IA faible. Donc, en fait, à chaque fois qu'on fait un projet, on fait un modèle d'intelligence artificielle et le modèle ne peut pas apprendre d'autres choses. Alors, il y a une théorie qui dit que, à force de faire des IA faibles, on pourrait obtenir une IA forte. C'est une théorie que je rejette complètement et à laquelle je ne crois pas du tout. C'est pas parce qu'on rajoute plein de briques qu'on va commencer à créer un robot omniscient ou qui serait capable de comprendre. Enfin, c'est pas parce qu'on branche des moteurs les uns aux autres que le robot pourrait prendre conscience de lui-même. C'est la même chose en IA. C'est pas parce qu'on fait un modèle qui joue aux dames, un modèle qui joue aux échecs, un modèle qui joue aux petits chevaux, qu'on va avoir un modèle qui sera joué à tous les jeux de plateau. En fait, on aura juste plein de petits modèles qui sauront jouer chacun à un jeu. Donc, c'est pas du tout l'IA forte, c'est pas un objectif, c'est pas quelque chose qu'on est en train de faire, c'est pas quelque chose sur lequel on travaille, et c'est de toute façon pas utile par rapport au cas d'utilisation qu'on a. Alors, on entend aussi que l'IA, ça va être la fin des emplois. Alors, effectivement, il y a 7 à 10%, on estime, des emplois qui sont en danger, mais il faut bien voir qu'en fait, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais, par exemple, un chef de projet. Ce qu'il va faire, c'est juste l'aider dans certaines tâches. Donc, en fait, il faut découper dans un emploi les différentes tâches qui sont à faire et regarder dans ces tâches lesquelles sont automatisables et qu'on peut remplacer ou aider avec un outil d'IA et lesquelles ne le sont pas. Et du coup, on va se rendre compte qu'en fait, il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne peut pas remplacer. Et puis, en plus de ce côté des métiers ou de ces tâches qui vont disparaître, il y a plein de nouveaux métiers qui apparaissent. Donc là, actuellement, il y a une dizaine de métiers autour de l'IA qui existent. Il y en a d'autres qui vont se créer. On sait qu'on recrute à tour de bras dans les métiers de l'intelligence artificielle. Donc oui, il y a des métiers qui disparaissent, mais en même temps, il y a plein de métiers qui se créent. Est-ce que l'IA peut tout faire mieux que les humains? Pas du tout. Donc, comme je disais, l'IA, on parle d'IA faible. Donc, on a une IA spécifique qu'on appelle un modèle qui va faire une tâche avec un entraînement. Et à chaque fois qu'on veut faire un nouveau modèle, on doit le réentraîner sur autre chose. Il y a des tâches qui ne sont pas remplaçables. C'est toutes celles qui ont une haute valeur créative parce qu'en fait, on ne sait pas faire des modèles qui soient créatifs. On sait faire des modèles qui savent reproduire à la façon d'eux, mais on ne sait pas faire de créativité. Tout ce qui touche aux émotions, on ne sait pas du tout le faire. Donc, on ne pourrait pas faire d'IA qui permettrait de gérer complètement des conflits de manière automatique. Et les tâches qui sont peu répétitives, c'est très difficile de les automatiser puisque l'intelligence artificielle, pour apprendre, en particulier le machine learning, a besoin de données, a besoin de beaucoup de données. Et donc, pour avoir beaucoup de données, il faut qu'on ait fait beaucoup de fois la même action. Et donc, si on ne la fait pas beaucoup, que c'est quelque chose de peu répétitif, on ne va pas pouvoir entraîner le modèle et créer une intelligence artificielle sur ce point-là. Donc ça, c'était tout ce que l'IA n'est pas. Mais alors, du coup, l'IA, c'est quoi? Alors pour ça, on va repartir de la programmation informatique. Donc en programmation informatique, on a un humain qu'on appelle un développeur qui va écrire un programme. Et à chaque fois qu'on va mettre des entrées dans ce programme, on va obtenir une sortie. Par exemple, si je demande de faire un programme de est-ce qu'un nombre est pair ou pas, donc c'est très facile. En Python, là par exemple, le programme qui écrit le développeur, c'est def isEven x return x modulo 2 égale 0. Donc, ça veut dire je renvoie vrai si le nombre est divisible par 2 et je renvoie faux sinon. Si je mets 4 dans mon programme, bah, ça va me sortir vrai. C'est hyper déterministe. À chaque fois que je mets 4, j'ai vrai. À chaque fois que je mets 5, j'ai faux. Et je suis capable, en tant qu'humain, d'écrire le code qui est au milieu. En tant que développeur, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Donc, ce genre de problème, on sait les résoudre par de la programmation informatique classique. Maintenant, si on essaye de faire non pas S pair, mais S un chat. Donc, ce coup-ci, on met en entrée non pas un chiffre, mais une image. Alors, une image, c'est un tableau de pixels. Et chaque pixel, c'est 3 chiffres qui va entre 0 et 255, indiquant le niveau de rouge, de vert et de bleu à ce pixel de l'image. Alors, il se trouve que le chat qui est sur l'image s'appelle Pixel parce que c'est mon chat. Donc, c'est un tableau de pixels qui représente une pixel, mais bon, ça, c'était le voilà. Donc, on dit au développeur, bah voilà, en entrée, je te donne un tableau de chiffres, et en sortie, je veux vrai ou faux qui m'indique si c'est un chat ou pas. Par exemple, si c'est un chien. Donc, le développeur, il devrait écrire une fonction def isCat
qui prend en paramètre X, qui est mon image, et il faut qu'il fasse quelque chose. Et là, le développeur, il ne sait pas faire. Et en fait, dans le monde entier, même quand on prend les meilleurs développeurs du monde, aucun développeur n'est capable de décrire ce qu'est un chat à partir des pixels d'une image. C'est impossible à faire. Parce qu'il faudrait définir, je ne sais pas, les oreilles, les yeux, le nez, et ainsi de suite. Là, on voit que le chat, il a les yeux fermés. Donc, ce n'est pas la forme des pupilles qui nous indique que c'est un chat. On ne voit pas la queue, on ne voit pas les pattes. Pourtant, on sait que c'est un chat. Et puis, il y a des fois, on ne voit pas la tête du chat, on le voit de dos, mais on sait que c'est un chat quand même. Enfin, il y a plein de cas qui font qu'il y a tellement de cas où on sait que c'est un chat quand on le voit, nous, en tant qu'humains, qu'en fait, c'est impossible à écrire. Et du coup, c'est justement dans ces cas-là qu'on va utiliser l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un rapport entre l'entrée et la sortie parce que nous, humains, on est capable de le faire. On voit un chat, on sait que c'est un chat, on voit un chien, on sait que c'est pas un chat. Mais le développeur, il n'est pas capable d'écrire ce passage entre l'entrée et la sortie via du code informatique. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ici, dans le cas par exemple du machine learning, on a un humain qui va préparer des données, c'est-à-dire qui va prendre plein de photos et il va dire c'est un chat ou c'est un chien. Alors c'est un travail qui n'est pas forcément le plus passionnant du monde, parce que ça consiste à labelliser des données et à dire ça c'est des chats, ça c'est des chiens, ça c'est des chats, chien, 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 chat, et ainsi de suite. Ensuite, on a un autre humain qui a écrit un algorithme de machine learning. Donc, ces algorithmes-là, ils sont écrits dans les laboratoires par des chercheurs, des laboratoires privés ou publics. Ils sont majoritairement open source à 99%. Donc, en fait, n'importe qui pourrait les utiliser. Ils se trouvent sur Google. Il suffit de taper algorithme de machine learning et on en trouve à l'appel. Il y en a des milliers qui existent actuellement et il y en a des nouveaux qui sortent régulièrement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? L'algorithme de machine learning, c'est un programme comme un autre, donc qui prend des entrées et il sort des sorties. En entrée, on lui donne les datas qu'on a préparées, et en sortie, il va nous sortir un programme qu'on appellera modèle, et c'est ça le modèle d'intelligence artificielle. C'est juste un programme qui n'a pas été écrit par un développeur, mais qui est la sortie d'un autre programme qui a été utilisé en amont. Et ce modèle, on va pouvoir lui donner des entrées, et il nous sortira des sorties. Donc, dans le cas de notre chat, on va mettre en entrée plein de photos avec des chats, des chiens. Donc là, en fait, si on regarde, le premier est un chien, le deuxième est un chat. Ensuite, j'ai un... Alors, je ne vois pas bien parce que c'est trop petit. Un chien, je dirais. Après, il y a chien, 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 chat, chat, chat. Enfin, voilà. On arrive à labelliser si c'est un chien ou un chat. On le passe dans un algorithme qui s'appelle un CNN. Donc, un CNN, c'est un algorithme particulier qui est très doué pour travailler sur les images, qui a été inventé par un Français qui s'appelle Yann Lequin. Donc, cocorico, pour une fois, on peut le dire quand on fait des choses bien. Et du coup, on va créer un modèle de dissection chat-chien. Et à chaque fois que je vais mettre une image, par exemple, je remets la photo de pixel, ça va me sortir est-ce que c'est un chat ou un chien avec une probabilité. Donc, ça va me dire, par exemple, ici, c'est un chat avec une probabilité de 98%. Donc, je vais dire, OK, c'est supérieur à 50%, donc c'est bien un chat. Sinon, j'aurais c'est un chien avec une probabilité de 70% ou ce genre de choses. Donc voilà comment ça fonctionne, en gros, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce n'est pas un domaine qui est isolé du reste. Donc en fait, il fait partie de ce qu'on appelle une galaxie d'innovation. Donc dans la même, donc dans la petite ours, ou la grande ours, je ne sais pas, enfin dans la casserole, petite ou grande, il y a d'autres choses qui sont reliées. L'intelligence artificielle, c'est beaucoup relié aux statistiques parce qu'en fait, comment on fait le lien entre les entrées et les sorties? On applique des stats pour trouver des patterns, c'est-à-dire des motifs qui relient les différentes entrées aux différentes sorties qu'on attend. C'est lié aux neurosciences. Donc, juste dans l'exemple d'avant, on a utilisé un CNN qui est un réseau de neurones. Le réseau de neurones essaie d'imiter le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire qu'on a des neurones qui sont connectés entre eux, sauf que c'est des neurones informatiques. Donc, en fait, ils n'ont pas d'existence propre. C'est juste des opérations mathématiques, mais qui essayent de représenter les opérations mathématiques que l'on fait dans notre cerveau. C'est lié, du coup, aussi à la biologie, puisque, évidemment, on s'inspire de la façon dont les êtres vivants apprennent, comprennent et font certaines tâches puisque on est le modèle. Pour une fois, on est le modèle des modèles d'intelligence artificielle parce que nous, on sait faire détecter un chat d'un chien et que l'intelligence artificielle, il faut leur apprendre ça. De l'autre côté de la grande ours, on retrouve tout ce qui concerne la data, donc le big data, parce que pour apprendre, on a besoin de données en machine learning. Donc plus il y a de données, plus le process de machine learning va être adapté et va apprendre facilement ce qu'est un chat, un chien. Donc, on a besoin de potentiellement beaucoup de données. Le big data est relié aux bases de données.
faut bien que ces données soient stockées quelque part. Et puis, on parle beaucoup de data visualisation, c'est-à-dire de toute la façon de présenter les données pour l'utilisateur. Par contre, il y a d'autres étoiles qui sont beaucoup plus lointaines. Donc, il y en a deux que des fois, on a tendance à mettre dans la constellation, mais elles ne sont pas du tout dans la constellation IA. C'est la blockchain. Donc, la blockchain, c'est un moyen de stocker des transactions de manière sécurisée. Ça n'a rien à voir avec l'IA et on ne parle pas du tout d'IA et de blockchain ensemble. Donc, c'est vraiment à part. Et le deuxième point, c'est la robotique, parce qu'en fait, dans tous les films, Terminator, iRobot ou Matrix, ce sont des machines qui ont l'intelligence artificielle, des robots humanoïdes des fois. Ce n'est pas le cas en pratique. Dans les cas actuels, 99% des projets d'intelligence artificielle n'ont pas de robots auxquels ils s'appliquent. En tout cas, ça ne s'applique pas à des robots. Et 99% des robots n'ont pas d'intelligence artificielle embarquée. Donc, c'est vraiment deux domaines qui sont très, très lointains, contrairement à ce qu'on voit dans les représentations. Et de temps en temps, il y a un petit point commun, mais c'est vraiment très, très rare qu'on trouve des robots avec de l'intelligence artificielle. C'est vraiment une minorité de cas. Donc, voilà, donc c'est des choses qui sont un peu plus loin. Alors du coup, dans quel domaine on l'applique? Il y a plein de domaines possibles, parce qu'il y a tous les domaines où les humains savent faire des choses qu'on ne sait pas programmer. Donc on peut l'utiliser dans tout ce qu'on appelle le retail, donc la vente, prédire des chiffres de vente. Ça peut être positionner les objets dans un magasin, créer du marketing avec des annonces promotionnelles et ainsi de suite. On l'utilise dans la sécurité, détecter les fraudes, vérifier les accès, s'assurer qu'une personne a le droit d'accéder à un certain endroit, par exemple avec de la reconnaissance sur sa photo. Donc, on met une caméra qui reconnaît la personne et ainsi de suite. Donc, sur le bancaire, c'est très utilisé pour les fraudes bancaires à la carte bleue, par exemple. Savoir si quelqu'un est en train de hacker votre carte bleue. On l'utilise dans tout ce qui est pharmaco, tout ce qui est médicaments, tout ce qui est santé, life science et autres. Pourquoi? Parce que ça permet de découvrir des nouvelles molécules, ça permet de tester certains traitements qui seraient plus adaptés, ça permet de valider des posologies adaptées à certaines personnes en fonction de plein de caractéristiques. Par exemple, c'est le cas actuellement, il y a des sujets qui ont lieu sur les antidépresseurs parce qu'en fait, le dosage d'un antidépresseur est très personnel et dépend de plein de caractéristiques et les médecins actuellement, ils font beaucoup de tâtonnements et donc il y a des travaux qui se font autour de ça pour histoire de dire, OK, avec telle personne, j'ai ses caractéristiques, je connais son âge, je connais son background, je connais plein de choses sur elle, je sais que la dose idéale devrait être aux alentours de telle dose. On l'utilise pour tout ce qui est financier, donc prévoir des projets, prévoir des financements, savoir combien va coûter un projet en fonction des premiers mois, ce genre de choses. Pas vraiment pour l'évolution de la bourse parce que c'est quelque chose qui est beaucoup trop volatile, on va dire, qui n'est pas très très stable. On l'utilise dans les voitures à fond. Alors il y a la voiture autonome, certes, et on en reparlera plus tard, mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment beaucoup de choses en automobile. Et puis on l'utilise dans l'industrie, puisque chez Teamwork, à peu près plus de la moitié de nos clients en intelligence artificielle sont des industriels. Et on l'utilise pour faire de la maintenance prédictive, pour optimiser les processus industriels ou pour gérer la qualité des produits fabriqués. Et on peut travailler sur toutes les données auxquelles on peut imaginer. Donc, on peut travailler sur des données numériques. Donc, ça, c'est facile, c'est des chiffres, on sait bien faire. On peut travailler sur du texte écrit dans à peu près n'importe quelle langue, donc de l'anglais, du français, mais du français en langue naturelle, c'est-à-dire pas des choses qui ont été mises dans des colonnes ou dans un formulaire, mais du texte qui a été écrit. Donc, on travaille sur des PDF, par exemple, ou sur des documents Word. On peut travailler sur du texte oral, c'est-à-dire ce que les gens disent, et on a des IA qui arrivent à comprendre ce que les personnes disent à l'oral, même avec des accents. Et on peut travailler sur les images. C'était le cas, par exemple, avec le chat. On peut aussi travailler sur des vidéos, puisque les vidéos, c'est juste une suite d'images. Donc, ça marche plutôt très, très bien. Donc là, pour terminer, je vais vous parler de 3 exemples sur l'intelligence artificielle, sans parler de gestion de projet. Et après, je rends la main à Nicolas parce que depuis, il s'ennuie un peu. Et du coup, il pourra vous expliquer les applications précises en gestion de projet de cette intelligence artificielle. Donc, le premier cas d'utilisation, c'est la lecture de caractères. Là, les modèles sont très, très forts depuis maintenant pas mal d'années. Il faut savoir que c'est ce qui est utilisé par les radars automatiques. Les radars automatiques détectent automatiquement via un modèle d'IA où est la plaque. Et une fois qu'ils ont détecté la plaque, il y a un deuxième modèle qui lit automatiquement la plaque et qui va la transformer en amende qui va être réceptionnée directement à l'adresse de la personne qui conduisait.
Donc, des fois, ça marche un peu trop bien, ce genre de truc. On aimerait bien que ça marche moins bien, mais ça marche très, très bien. La Poste s'en sert pour faire la distribution du courrier. Donc, il y a des machines qui lisent automatiquement les adresses écrites à la main par les différentes personnes. Donc là, c'est une lettre qu'on a reçue chez Teamwork. Alors, il y a un petit peu un moment, mais on voit un petit code barre dessous en orange. Le code barre en orange, c'est un code barre qui a été rajouté par la machine de lecture automatique de la Poste dans les centres de tri. Donc, chaque centre de tri a cette machine. Et elle rajoute ces petits codes barres qui indiquent, le premier code barre indique le lieu de distribution, le centre de tri de destination, et le deuxième code barre indique la tournée du facteur qui correspond justement à cette lettre-là précisément. Et puis il y a pareil pour les chèques. En fait, maintenant, les chèques sont de moins en moins retapés par une personne parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Donc on les met dans une machine qui automatiquement lit le montant qui est écrit, lit le code barre du compte avec le numéro de chèque, parce qu'en bas, si on regarde bien, en fait, là où le numéro de chèque est écrit, c'est un code barre. Donc, ça permet à la machine de reconnaître et de lire ce code barre. Et donc, elle va automatiquement faire le virement demandé et ainsi de suite, sans avoir à taper ça à la main, ce qui évite beaucoup d'erreurs. Le deuxième cas, c'est la voiture autonome. Donc, toutes les voitures actuelles vendues contiennent de l'intelligence artificielle, sans aller au niveau de la voiture autonome. Donc là, la voiture autonome, on a une Tesla et on voit ce qu'elle voit avec des caméras. Elle détecte les véhicules qui sont autour d'elle, elle détecte où sont les voies, elle détecte où sont les lignes blanches et ainsi de suite. Donc ça, c'est le niveau 5. Mais quand on part dessous, on voit que dès le niveau 1, à partir du moment où la voiture elle a l'ABS, l'ESP, le régulateur ou le limiteur de vitesse, on est déjà dans une conduite accompagnée via des modèles d'IA, puisque l'ABS, l'ESP et ainsi de suite, c'est de l'IA qui est derrière, pour savoir quand est-ce qu'il faut le déclencher ou pas. Dans le niveau 2, on est sur une conduite assistée. Avec le régulateur intelligent, c'est celui qui permet de ralentir quand la voiture devant ça ralentit. Et quand elle repart à la bonne vitesse, on reprend notre vitesse jusqu'à, par exemple, 70 km/h ou 90 km/h. Le parc assist, pareil, une fois que vous avez trouvé une place, vous appuyez sur un bouton, vous lâchez le volant, la voiture se gare, et ben là c'est niveau 2. Le niveau 3, c'est une conduite guidée, donc le conducteur doit reprendre la main de temps en temps, mais dans certaines conditions, elle peut conduire toute seule. C'est le cas de la Tesla. La Tesla conduit seule sur autoroute tant qu'il n'y a pas de problème, et elle demande à son conducteur de reprendre la main dans les autres situations. Le niveau 4, le conducteur est passif, il n'a à intervenir qu'en situation complexe, par exemple quand il y a de la neige, du brouillard ou ce genre de choses. Et le niveau 5, ça serait une voiture dans laquelle il n'y a plus du tout de conducteur, donc il n'y a plus de volant, il n'y a plus de pédale, et vous n'avez plus aucun contrôle. Et il y a des navettes qui sont complètement autonomes, qui existent dans certaines zones piétonnes. À Lyon, on en a une qui est au niveau de Confluence, qui permet d'amener les personnes du centre commercial jusqu'à la sucrière. Il y a une petite navette qui se déplace comme ça en 100% autonome, dans laquelle on peut monter d'un côté, qui va aller jusqu'à l'autre côté, qui fait gaffe aux piétons et ainsi de suite. Donc voilà, donc ça, on sait faire. Et le dernier cas qui est très actuel, on va dire, la preuve, on est en masque, c'est la détection de la Covid-19. Donc en fait, il y a eu des projets qui ont été faits pour détecter automatiquement sur des radios si les personnes avaient ou non la Covid. Ça a été très utilisé en Chine, puisqu'en Chine, ils ont réussi à monter des hôpitaux en 10 jours. Mais en 10 jours, on monte les hôpitaux, mais on ne forme pas les médecins qui vont avec. Donc en fait, ils se sont retrouvés avec des super grands hôpitaux avec plein de patients dedans, mais très peu de médecins, très peu d'infirmières. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'il fallait trier les patients qui étaient Covid ou pas Covid. Donc, c'est Alibaba qui a fait ce modèle de détection de la Covid. Alors, je vais dire une fois sur deux le Covid, parce que j'ai du mal à me faire à la Covid. Voilà. Je suis contre la Covid, mais... Et du coup, automatiquement, la personne faisait une radio, le modèle disait si la personne était Covid ou pas, bien mieux qu'une personne qui n'y connaît quasiment rien, mais qui a été recrutée pour s'occuper de l'hôpital un peu au dernier moment, et ce qui a permis après d'envoyer dans les services Covid uniquement les personnes pour lesquelles le modèle a détecté qu'il y avait effectivement Covid dessus. Donc voilà. Donc ça, c'est des exemples d'utilisation qui n'ont rien à voir avec la gestion de projet, qui ne vont pas beaucoup aider Nicolas à gérer ses mails, malheureusement. On comprend mieux en tout cas ce que c'est que l'intelligence artificielle désormais. Et du coup, je te laisse. Comment est-ce qu'on peut aider dans la gestion de projet? Merci. Voilà, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment est-ce que moi, chef de projet, je vais pouvoir avoir un peu d'aide de la part d'une intelligence artificielle. Donc on va le voir. Il y a plusieurs méthodes. Un chef de projet, il a besoin de faire beaucoup de choses. Dans ces choses, on va avoir à estimer les ressources, par exemple, gérer les communications ou encore gérer l'engagement des parties prenantes. Ça, c'est le quotidien que tout chef de projet se doit d'assumer. Maintenant, dans plusieurs de ces domaines, on va pouvoir être un petit peu aidé.
Alors pourquoi? On a fait quelques recherches, on s'est dit, bah voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir se faire aider dans notre quotidien? Donc il y a plusieurs domaines. Il y a la gestion de l'information, où on peut pouvoir trouver quelques exemples et quelques outils. La gestion des réunions aussi, parce qu'on en fait beaucoup, beaucoup trop parfois. La transcription, donc Virginie l'a dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle est très forte dans ce domaine-là. La gestion des personnes aussi, ou la gestion des événements. On a sectionné quelques-unes pour pas en avoir trop et pour essayer de rentrer un petit peu dans le détail de chacune d'entre elles. Commencer par la gestion des événements. Alors, la gestion d'événements, on a trouvé 2 applications qui peuvent faire l'affaire, donc bizabo.com et affectiva.com. On va se concentrer sur Bizabo, hein. Bizabo, qu'est-ce que c'est? Ça permet de gérer des événements hybrides. Alors, quand on dit événements hybrides, on se dit, mais c'est quoi ça? Alors, les événements hybrides, ça va être, d'une part, on va faire intervenir l'humain, et puis d'autre part, on va faire intervenir la machine. Donc, par exemple, l'autre jour, on était en session, en réunion toute la journée, et puis le soir, on s'est dit, bah, on va commander des pizzas. Et ben, en commandant des pizzas, on a fait un petit peu d'événements hybrides, puisque la pizza, elle est livrée par un livreur. Mais le livreur, lui, il a besoin d'avoir sa commande. Donc, quand on a pris notre commande, on s'est dit, on a pu savoir à quelle heure on serait livré grâce à justement une intelligence artificielle qui estimait, bah voilà, on a un livreur qui est à cet endroit, la localisation que nous, on a donnée pour recevoir notre pizza, elle se trouve ici, et le contenu de notre commande, c'est telle pizza, telle pizza, telle pizza, telle pizza. Donc voilà le temps qu'on va avoir besoin pour la préparer. Tout ça, c'est l'intelligence artificielle qui va pouvoir nous concaténer toutes ces informations et nous dire, voilà, vous serez livré à cette heure-ci. Donc ça, c'est un exemple. On aime bien les pizzas quand on fait des grandes réunions en gestion de projet. C'est la pizza team, c'est à la mode. Exactement. On est en plein dedans. La transcription, on a plusieurs outils tels que Digital Reasoning, DeepGram ou Dialpad Voice AI. Nous, on s'est intéressé à DeepGram. C'est un logiciel c'est une application qui a quelques années déjà. Ça permet de faire du speech to text. Donc ça, c'est de la transcription. Par exemple, dans nos conversations, ça va permettre de les guider. Ça va estimer la pertinence des informations en fonction de l'intonation, en fonction de la voix, etc. Mais ça va permettre aussi de tout écrire, ce qu'on se dit. Donc ça peut avoir un intérêt en gestion de projet où on fait beaucoup de réunions et quand on veut faire le compte rendu, des fois c'est pratique d'avoir la transcription de la réunion. C'est pratique aussi quand on a des échanges téléphoniques. On appelle un client, on a noté quelques informations, mais on n'a pas forcément tout noté. L'intelligence artificielle, elle va écrire tout ce qui s'est dit. Donc on aura quelque chose sur quoi se baser. En gestion de l'information, il y a beaucoup d'outils qui existent, donc ça a été difficile de faire un tri. On en a sélectionné quelques-uns, Ubix, iSeek, un Swirl Rocket, H20 ou H20 et Butter.ai. Donc Butter, on s'y est un petit peu intéressé parce que ça nous semble plutôt intéressant et ça nous semble surtout assez utile parce que ça nous permet de faire de la recherche documentaire rapide. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi l'autre jour j'ai passé beaucoup de temps à chercher des templates et j'étais bien ennuyé. Grâce à cette application, j'aurais pu simplement lui envoyer un petit SMS et lui dire voilà, je cherche un template de kick-off. Et tout de suite, elle aurait pu me trouver l'information la plus pertinente et me la distribuer. Donc c'est plus puissant que le moteur que vous avez dans votre OS. Ça va directement chercher l'information et ça évite de demander à un collègue dévoué qui chercherait pour vous dans ses documents ou dans ses notes. Donc là aussi, c'est encore très intéressant. Enfin, j'ai gardé le meilleur et le plus complexe pour la fin, c'est la gestion des personnes. Alors oui, les personnes, c'est ce qu'on a de plus complexe, hein, c'est l'humain, dans nos environnements. Et donc, on a trouvé une application qui s'appelle Aiva, qui existe aussi depuis quelques années, qui permet de faire beaucoup de choses avec l'humain. Donc, en tant que manager, c'est super utile, et en tant que chef de projet, c'est aussi super utile parce que nous aussi, chef de projet, on a besoin de gérer des ressources. Donc, cette application, elle sert à quoi? L'intelligence artificielle qui est derrière va nous permettre d'anticiper le stress, par exemple. Donc, elle va générer ce qu'on appelle une heatmap. C'est en fonction de la charge des différentes personnes qui sont dans votre équipe. Quelles sont les recommandations d'action que vous allez pouvoir mettre en place pour limiter justement le stress et limiter les éventuels arrêts de travail ou les burn-out qui peuvent en découler. Donc ça, c'est très utile. Cette même application, elle va pouvoir aussi nous permettre de collecter des datas et le feedback des employés qui peuvent travailler parfois justement à distance. Donc quand ils travaillent à distance, ça peut être pratique d'avoir des feedbacks assez réguliers. Donc non seulement elle va pouvoir collecter ces feedbacks, mais elle va pouvoir le faire de manière anonyme et créer des statistiques derrière avec tout ça. Donc là encore, c'est très utile en tant que manager ou en tant que chef de projet.
Et je vous le disais aussi en introduction, l'autre jour, il a fallu que je m'occupe de savoir quel collaborateur j'allais mettre sur un projet cloud en fonction de ses compétences notamment. Bah, là aussi, Aïva, elle va pouvoir nous dire, bah, voilà, en fonction des compétences et en fonction de la disponibilité des personnes, voilà qui tu peux avoir justement sur ton projet pour travailler avec toi dans les prochains mois. Enfin, une dernière qualité que j'ai trouvée à cette application, c'était l'affectation des managers. Parce qu'on a remarqué qu'il y a des personnes qui s'entendent mieux avec d'autres personnes. Ça peut être lié à des expériences passées, communes éventuellement. Ça peut être lié à des valeurs communes ou à des manières de fonctionner communes. Donc là, Aïva va pouvoir proposer aux managers les collaborateurs avec qui ils vont pouvoir travailler. On sait quel manager, en fait, est le plus à même à devenir le leader de telle ou telle personne. Et ça, c'est aussi très pertinent dans nos métiers. Ouais. Donc nous, ce qu'on sait faire, comme vous l'avez dit Virginie, on sait faire beaucoup de choses en intelligence artificielle. On sait aussi qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau de la gestion de projet avec ces intelligences artificielles. Et Teamwork sait justement accompagner ces différents sujets. Donc, je ne sais pas si parmi les personnes qui sont présentes, vous avez des exemples à nous donner, des problématiques que vous rencontrez éventuellement. Et si vous pouvez, si vous souhaitez les partager, on va pouvoir essayer de trouver des solutions avec vous. Non, après, s'il n'y a personne, c'est pas très grave. Oui. Moi, j'avais une question. Déjà, merci pour l'exposé, très clair. J'avais une question, c'était plutôt une question qu'un apport, désolé. C'était par rapport à la gestion des risques dans les projets. Je ne sais pas si c'est un domaine que vous avez aussi exploré et si vous avez des outils qui permettraient, par exemple, sur une base de risque connue dans un domaine ou plusieurs domaines, de pouvoir aller comme ça aider le chef de projet dans son analyse ou même dans sa détection des risques éventuels sur un projet qui serait dans le même domaine, en fait. Alors, on ne l'a pas noté dans les slides, il n'y avait pas de slide sur la gestion des risques, mais effectivement, c'est un domaine dans lequel les modèles d'IA peuvent être très performants. Donc, il y a beaucoup de modèles qui sont aussi dédiés à cette gestion des risques. Alors après, la gestion des risques, elle est en général très particulière à un domaine particulier. Donc, il faut que le modèle soit adapté à ce domaine, mais il y a plein de domaines dans lesquels il existe des modèles de gestion de risque. Alors là, je n'ai pas les noms forcément en tête, mais voilà, il y a des domaines dans lesquels ça existe, et en particulier les domaines à risque comme le nucléaire, comme tous ces bâtiments ou ainsi de suite. Il y a des modèles qui sont très performants sur la gestion des risques. Donc, en fonction des domaines, ça doit pouvoir exister. Il faut juste faire une recherche sur le domaine particulier dans lequel on veut faire cette gestion de risque. Mais c'est possible et c'est un domaine dans lequel les modèles d'IA sont très performants et souvent plus que les humains parce qu'ils arrivent à croiser différentes informations. Et nous, on est vite limité en fait sur la quantité d'informations qu'on peut lire et croiser. Et du coup, eux, ils arriveront à ressortir des points qu'on n'avait pas vus quand on avait lu les différents documents en fait. Donc, c'est un truc où c'est possible, c'est un domaine où c'est possible. Souvent, un chef de projet, il va se baser sur les leçons apprises de ses projets précédents ou éventuellement de ceux de ses collègues quand il est minutieux et qu'il a à cœur de faire son travail correctement. Mais on n'a pas forcément le recul nécessaire et le temps aussi pour étudier toutes les leçons apprises des projets passés de tout le monde. Alors que l'intelligence artificielle va peut-être pouvoir y avoir accès, ou en tout cas, elle aura plus de facilité. C'est comme pour les jeux, hein, quand on parle d'une IA qui sait jouer aux échecs. Pourquoi l'IA est meilleure que l'humain aux échecs? C'est parce qu'un modèle d'IA peut apprendre à jouer sur des millions de parties, alors qu'un être humain, il va faire 2-3 parties par jour, 2 fois dans la semaine ou ce genre de choses. Donc en fait, on acquiert beaucoup moins vite de l'expérience. Et les modèles d'IA, eux, on est capable de leur donner toute l'expérience de plein de personnes sur très longtemps en une seule fois. Et ils apprennent ça. Alors certes, l'entraînement prend un peu de temps, mais après, ils ont la capacité d'accéder à tous ces entraînements. Donc effectivement, cette facilité d'apprendre à l'infini quasiment, ça facilite beaucoup les choses en fait. Donc, les modèles d'intelligence artificielle ne sont pas forcément plus intelligents que nous, ils ont juste plus d'expérience que nous. Exactement. Très bien, merci. Alors,
Teamwork est une solution. Alors, enfin voilà, nous on peut vous accompagner si vous le souhaitez, si vous avez des problématiques en termes d'intelligence artificielle, si vous souhaitez aussi croiser l'intelligence artificielle avec la gestion de projet, on est capable de trouver des solutions. Donc, qui sommes-nous? On est Teamwork, hein, on l'a dit un petit peu en introduction. On est présent sur 3 continents. On réalise des activités dans plusieurs domaines, dans le consulting, dans la partie Salesforce désormais, la partie historique de Teamwork qui est les solutions business SAP. Les data analytics, donc Virginie, on a fait la présentation. Une grosse partie. Et puis, il n'y a pas que de l'IA d'ailleurs dedans. Mais exactement. En tout cas, l'IA s'y inscrit. Et puis les plateformes technologiques pour vous aider à concevoir vos plateformes technologiques et puis éventuellement faire des migrations dans le cloud puisque c'est assez tendance désormais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les adresser à nos adresses email directement qui s'affichent à présent. Donc Virginie Mativec qui vous a présenté toute la partie intelligence artificielle qui est ici présente, ou moi-même Nicolas Boulito pour plutôt les questions orientées gestion de projet. Et si vous avez des questions, c'est aussi le moment de pouvoir interagir avec nous si vous souhaitez le faire pendant cette présentation. On va pouvoir arrêter l'enregistrement. Merci en tout cas pour votre participation. Et puis on reste à la fin, après l'enregistrement, pour les questions supplémentaires, s'il y en a.